C'est donc officiel, on a le Here We Go de Fabrizio Romano, André Santos à Manchester United, Here We Go. Accord conclu avec Chelsea pour 50 millions de livres et Chelsea a une clause de revente de 10%. L'information a été annoncée par David Ornstein. L'accord a été conclu avec Chelsea, contrat jusqu'en 2031, 48 millions de livres, 2 millions de livres en option facilement atteignable et 10% de clause à la revente. Alors, David Ornstein reste le GOAT de l'information en Angleterre pour les transferts des gros clubs anglais surtout. Donc là, il a vraiment eu de l'avance sur Fabrizio Romano parce que chez lui, c'est sorti à 18h15 et chez Fabrizio Romano, l'information est sortie 45 minutes plus tard. Donc ça veut dire qu'il a certainement dû passer des appels. Donc c'est encore une preuve que David Ornstein reste vraiment la référence en termes d'information sur le mercato en Angleterre. Mais l'effet Here We Go chez Fabrizio Romano, c'est toujours quelque chose de bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, on parle mercato, actualité Manchester United. Donc si tu apprécies, le pouce bleu, en bas tu t'abonnes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va faire une petite revue sur le joueur André Santos, qui il est, quelques revues de statistiques et on va balayer un peu les autres infos du mercato de Manchester United. Donc André Santos, c'est qui? Le profil du joueur rapidement. Donc André Santos, c'est un milieu de terrain défensif qui joue au club de Chelsea. Il avait été tout d'abord à Strasbourg. Donc là, je vais chercher rapidement André Santos. Il a été recruté par Chelsea à Strasbourg. Et je crois qu'il est à Chelsea, ça doit faire 2 saisons, il me semble. Il a fait pas mal de matchs. Il a joué plusieurs matchs en tant que titulaire. Il est né en 2004, donc c'est un joueur qui a 22 ans. Il est né au Brésil, 1m80. Sa valeur marchande actuellement a été évaluée à 40 millions d'euros. Et nous, on l'a payé à peu près 56 millions d'euros. Donc un peu surpayé de 10-15 millions. Mais c'est les prix du marché maintenant pour les joueurs qui ont un certain potentiel. Et on sait que Chelsea recrute pas mal de joueurs qui ont du potentiel. Le joueur, quel est son parcours? Il a d'abord été à Vasco, au Brésil. Il a été dans les U20 de Vasco. Et à partir de là, il a été transféré à Chelsea. Il avait une valeur marchande en 2023 de 10 millions d'euros. Chelsea l'a reprêté à Vasco de Gama en 2023. Il est arrivé à Chelsea le 30 juin 2023. Ensuite, il a fait Chelsea-Nottingham Forest. Il a été prêté à Nottingham Forest. À ce moment-là, sa valeur marchande a augmenté à 15 millions d'euros. Ensuite, Nottingham Forest, son prêt est terminé. Donc, il a fait 1 an de prêt entre août 2023 et janvier 2024. Donc, ça fait 5-6 mois de prêt. Donc, son prêt à Nottingham Forest a été achevé. Il est revenu à Chelsea pour continuer la saison en 2024. Et après, il a été reprêté maintenant à Strasbourg. Donc, il a fait plusieurs prêts. Prêté à Vasco de Gama, prêté à Nottingham Forest, ensuite prêté à Strasbourg en février 2024. Donc, lorsqu'il revient à Nottingham Forest, il est prêté à Strasbourg. Je crois que c'est à ce moment que Chelsea venait de racheter Strasbourg. Donc, ils ont mis en place leur stratégie de multi-club. Donc, il était à Strasbourg de février 2024 à mai 2025. Plus d'un an et demi qu'il a fait une demi-saison, une saison entière. Lorsqu'il revient à Chelsea, il a une valeur marchande de 25 millions d'euros. Donc, ça veut dire qu'il a pu vraiment se mettre en valeur du côté de Strasbourg. Aujourd'hui, il a une valeur marchande estimée à 40 millions d'euros. Il a démarré pas mal de matchs avec Chelsea. En termes de statistiques sur l'ensemble de sa carrière, c'est un joueur qui joue au poste de milieu défensif. Il a 43 matchs de Ligue 1, 28 matchs de Premier League. Il a beaucoup de matchs qu'il a commencé en tant que remplaçant. Il n'a qu'un seul but en Premier League. Il a 11 buts en Ligue 1 quand même. C'est pas négligeable en 43 matchs. Donc, il marque un but tous les 4 matchs. Ça veut dire que c'est un milieu de terrain qui est capable de marquer des buts dans une équipe où il est régulièrement titulaire, sachant que Chelsea n'était pas titulaire régulièrement, avec Caicedo et Enzo Fernandez qui sont les milieux les plus capés à Chelsea. Donc ces données statistiques sont plutôt assez correctes. En termes de nombre de minutes, je ne peux pas évaluer son nombre de minutes par match ici, ça serait un peu trop long à faire. Je voulais voir, c'était aussi un peu son... Ouais, donc ça c'est ces données. Essayons de regarder les données de performance complètes. Donc on a ces données de performance ici. Donc on voit qu'à Chelsea, il a joué 47 matchs, marqué 3 buts. Il a donné 5 passes décisives. À Strasbourg, 12 buts, 5 passes décisives. À Vasco de Gama, 7 buts, 2 passes décisives. Il est régulièrement décisif. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc, par compétition, la compétition où il a le plus marqué de buts, c'est la Ligue 1. Il a aussi joué en Série B, où il a marqué pas mal de buts. Je crois que c'est la Série B italienne. Alors, je ne sais pas. Mais là, il a 1 but en Premier League, 3 buts au Brésil, U20. Voilà. Donc, Série B, c'est bien Série B brésilienne. Ouais, c'est la série brésilienne. Voilà. Donc, c'est un milieu de terrain qui a commencé à avoir de l'expérience en Europe. Et donc, il est entré dans le radar de Manchester United qui a donc conclu le deal. Voilà pour quelques de ces statistiques. Donc, quelques éléments qui nous viennent de Scouting Stats. Scouting Stats, c'est une page Twitter qui utilise l'intelligence artificielle pour notamment essayer d'identifier les joueurs. Quelques données sur sa saison 2024-2025 à Strasbourg. Donc, on voit que en tant que milieu central défensif, chaque 90 minutes, il a un pourcentage de duels gagné 67%, 0,32 buts par match.
3,47 tacles par match. Il est dans le 97e percentile. Donc, plus en fait, le niveau de percentile est élevé, plus ça veut dire qu'il est classé vraiment parmi les meilleurs. Donc, ça veut dire qu'il était classé parmi les meilleurs dans les tacles, parmi les meilleurs dans les XG on targets, donc les tirs cadrés, conversion, donc les tirs cadrés qui ont atteint un but. Il était très bien classé. Et pas mal de tacles, 3,44 tacles et AD, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, c'est un graphe de statistiques assez complet. On voit l'équipe complet. Là où il avait plus de difficultés à Strasbourg, c'était au niveau des recoveries, dans la récupération de balles. Au niveau des triples, c'est pas un très grand dribbleur. C'est plus un joueur qui va éliminer par la passe. C'est pas un joueur qui fait beaucoup de passes clés. J'ai vu ça dans ses statistiques. C'est pas un joueur qui va faire des passes clés dans la surface, des passes décisives. C'est un joueur qui fait pour faire progresser le jeu sur les ailes ou alors à l'axe. Donc c'est un joueur qui fait des passes qui cassent les lignes. Il manque encore cet aspect dans son jeu. J'espère qu'il pourra travailler ça avec Carrick parce qu'un milieu défensif doit aussi pouvoir savoir être décisif. Ensuite, on a une autre statistique. Il a réalisé la saison dernière en moyenne 15 passes qui ont cassé les lignes pour 100 passes lors de la saison 2025-2026 de Premier League. C'est plus que Matheus Fernandes. Donc, je sais que le milieu de terrain qui faisait le plus ça, c'était Wharton. Donc, les passes qui cassent les lignes. Adam Wharton, il a 17 passes pour chaque 100 passes qui cassent les lignes. 17,8. Casemiro est aussi bien classé. Bruno Guimaraes, un spécialiste. Yuri Tillmans, Elliot Anderson, également, milieu de terrain qui casse les lignes. Bruno Fernandes, Granit Xhaka. Et donc, on a André Santos qui était classé pas mal. Rappelez qu'il a 22 ans, qu'il est en concurrence avec des joueurs expérimentés comme Bruno Guimaraes. On parlait beaucoup d'Elliot Anderson, Adam Wharton. Ça, c'est les noms qui nous revenaient le plus. Avec Alex Scott, que je ne vois pas dans ce classement. Je pense que c'est déjà assez intéressant. Ça veut dire qu'il est en Ichichi des meilleurs. Donc, c'est une très bonne chose. Et autre statistique, ça va être également au niveau de sa polyvalence. On a un petit partage qui a été précisé par un fan de Chelsea. Il nous dit qu'il aime énormément parce qu'il fait le sale boulot, les tacles, les récupérations. S'il était milieu scoreur de but à Strasbourg, donc ce dont je ne suis pas sûr comment ça se traduit en PL, puisque, bon, en fait, à Strasbourg, il marquait beaucoup plus de buts, comme on l'a vu dans les statistiques précédentes. Il stabilise, donc il est très précis en phase offensive, il ne perd pas le ballon, il génère une tonne de récupération sur l'adversaire, au même niveau que Félix Mecha et João Neves pour les saisons 2023. Au seuil supérieur pour les taux combinés à l'entrée dans le dernier tiers et il résiste également au tiers défensif. Donc on est sur un profil à la João Neves, à la Félix Mecha. Au niveau des récupérations, c'est un profil qui travaille beaucoup et qui fait de la récupération de balles. Le côté polyvalence, donc c'est un milieu polyvalent aussi. Mais le poste dans lequel il est le plus adapté, c'est le poste de numéro 6. Donc, il ne couvre pas le terrain de manière folle. Un peu moins de cardio par rapport à Ederson qui couvre beaucoup de terrain. C'est pas un milieu qui couvre beaucoup de terrain. C'est un milieu qui est plus dans la science de placement. Mais quand il est dans le duel, il est exceptionnel. Bon, vu que c'est une traduction, c'est un peu difficile de voir ce que la personne voulait dire. Mais donc, voilà, c'est un joueur qui a des statistiques intéressantes. Et ce que j'ai aussi vu, c'est la courbe, en fait, ici. Entre eux, malheureusement, mon écran ne s'affiche pas bien, donc on ne pourrait pas voir l'accès des ordonnées. Sur l'accès des données, c'est les tacles plus interceptions. Sur les assists, on a les passes vers l'avant. Le joueur le plus à l'extrême ici, c'est Tchouaméni, ça veut dire que c'est le joueur qui a le plus de tacles et d'interceptions, avec le plus également de passes vers l'avant. C'est Tchouaméni. Et on a ici Vitinha qui est très bien classé. Et là, on a André Santos ici, qui est plutôt bien classé. Ça veut dire que en termes de tacles et interceptions et en termes de passes vers l'avant, il a aussi un très bon classement. Toujours rappeler qu'il a 22 ans, qu'il a évolué dans un contexte compliqué comme Chelsea, il était en Ligue 1 à Strasbourg, dans un contexte également compliqué. Donc pour moi, tous ces éléments sont suffisants pour montrer que c'est un joueur qui a du talent, qui a du potentiel. C'est pas un joueur confirmé, c'est pas un joueur qui va arriver à Old Trafford et qui va directement commencer à avoir du leadership, s'imposer. Je pense qu'il va falloir l'accompagner. Avec le coaching de Carrick, ça peut être intéressant, sachant que c'est également milieu de terrain. Donc Carrick peut avoir le bon discours pour lui permettre de s'exprimer du côté de Old Trafford. Donc, travailler de cette recrue et je pense qu'il va nous faire du bien. Alors, maintenant, je vais répondre à quelques questions. Déjà, les gens se demandent pourquoi est-ce que Chelsea vend le joueur. Chelsea vend le joueur simplement parce que Chelsea a des situations économiques compliquées. Ils ont enregistré une perte record. À rappeler qu'ils ont été sanctionnés par l'UEFA la saison dernière. Au niveau de la Premier League, ils n'avaient pas été sanctionnés parce qu'ils avaient fait une vente des immeubles à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont vendu les immeubles de Chelsea à la société qui possède Chelsea. Ça a permis d'équilibrer leur compte. Mais l'UEFA n'a pas laissé ça passer. L'UEFA les a sanctionnés. Mais le problème, c'est qu'ils ne seront pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, ça fait 100 à 150 millions d'euros qui ne vont pas rentrer dans les caisses. Sachant que Chelsea, ce n'est pas un gros stade. Chelsea, ce n'est pas un club hyper, on va dire, qui fait énormément de cash. Je pense qu'en termes d'écart avec Manchester United, on a que 300 400 millions d'euros. Chelsea n'est pas un club qui génère énormément de cash. Chelsea, c'est un club soutenu par des actionnaires qui eux-mêmes ont des participations venant de l'Arabie Saoudite. Pourquoi est-ce que Chelsea vend? Chelsea vend le joueur parce que Chelsea a besoin de cash et ils ne seront pas en Coupe d'Europe. Ils sont dans un nouveau projet avec Xabi Alonso. Xabi Alonso a peut-être besoin de profils plus expérimentés, plus physiques, qui vont lui permettre d'avoir des résultats en Première Ligue.
de voir que le projet Chelsea veut changer un peu de dimension avec Xabi Alonso parce qu'ils ont essayé de recruter Granit Xhaka. Ils vont essayer de recruter d'autres joueurs plus expérimentés qui vont permettre à Xabi Alonso directement avoir des résultats. Donc il a pu convaincre la direction de Chelsea de ne pas uniquement miser sur les jeunes. C'est la raison pour laquelle certainement qu'ils vendent André Santos. À voir aussi que André Santos a demandé son départ sur l'Athletic. Il a demandé son départ et il sentait que la prochaine étape pour lui c'était Manchester United. Je pense également que le facteur Ligue des Champions a joué. Ça veut aussi dire pour Manchester United qu'il va falloir rester compétitif, se maintenir à un bon niveau en Premier League, top 5, et également faire une bonne campagne de Champions League pour continuer d'attirer les meilleurs joueurs. Là, c'est les jeunes joueurs qui veulent venir. Ils savent qu'il aura du temps en jeu. Henry Santos sait très bien qu'il aura la possibilité de jouer. Mais derrière, il faut aussi pouvoir maintenir ce niveau-là pour pouvoir attirer des joueurs plus expérimentés plus tard. On sait qu'Henry Santos n'est pas un recrue phare. Il y a d'autres recrues qui sont attendus. Manchester United, selon les informations de l'Athletic, veut toujours recruter un gros transfert milieu de terrain autour des 80 à 100 millions d'euros. Attendons voir qui ce sera. Donc, Aurélien Tchouaméni, c'est une information qui est sortie en journée disant qu'Aurélien Tchouaméni est une cible sérieuse de Manchester United. Mais à l'heure où j'ai fait cette vidéo, Tchouaméni vient de prolonger au Real Madrid et il sera deuxième ou troisième meilleur salaire du Real Madrid. Donc, il a prolongé au Real Madrid. Alors, c'est sorti chez Ben Jacob. Il a prolongé son contrat au Real Madrid. Fabrice Hawkins qui a partagé. Chez Ben Jacob, l'information est sortie, il a prolongé au Real Madrid pour un salaire de 13 millions net, donc ce qui fait dans les 26 millions bruts. Et donc, je ne sais pas si le joueur a utilisé Manchester United pour avoir sa prolongation, ou alors si c'est Manchester United qui était vraiment intéressé par le joueur. Je pense que Manchester était intéressé par le joueur. Le joueur est au Real Madrid, meilleur club du monde, qui gagne les Ligues des Champions quasiment chaque 2-3 ans. Il ne va pas quitter le Real Madrid pour Manchester United s'il est encore à la fleur de l'âge, même s'il n'est pas sûr d'être titulaire. Ça, c'est mon analyse objective. Je pense qu'Aurélien Tchouaméni, il a 26 ans. Il n'a aucun intérêt à quitter le Real Madrid. Il est titulaire indiscutable. Il n'y a pas de numéro 6 au Real Madrid qui concurrence vraiment Tchouaméni. À part Valverde, et généralement, ils sont alignés ensemble parce que Valverde a plus un profil de numéro 8. Quel était l'intérêt pour lui de venir à Manchester United, sachant qu'il avait déjà un salaire à 250 000 euros par semaine? Si ce n'est l'argent, la seule motivation qu'il ait à venir à Manchester United, c'est l'argent. Parce que Manchester n'est pas un club qui va se battre pour la Premier League, forcément. Il n'est pas sûr que Manchester United va se battre pour la Champions League. Et même pour les coupes nationales, il n'est pas sûr. Donc, Aurélien Tchouaméni, objectivement, si j'étais son conseiller, il n'a aucun intérêt à rejoindre Manchester United si ce n'est pour un gros salaire, un contrat de sa vie sur lequel il ne peut pas refuser. Et ça, c'est les transferts qui se font à 30 ans, 31 ans, un peu comme à la Casemiro. Quand on a pris Casemiro, on lui offre un salaire qu'il ne peut pas refuser avec cette même prime à signature. Là, Tchouaméni, il a 26 ans, il gagne sa vie et là, il vient de prolonger dans le Real Madrid pour un salaire extraordinaire. Je trouve que le salaire auquel Tchouaméni a prolongé, c'est extraordinaire, c'est hyper bien négocié, mais bon, ça ne nous concerne pas. Donc, entre autres des infos, c'est concernant aussi Ederson. Donc, David Ossé nous dit chez Ederson, ils ont conclu un accord pour Ederson. Cet accord est validé entre les deux clubs et avec le joueur. Il doit encore passer son examen médical. La première a eu lieu avant la Coupe du Monde. J'ai vu une info sur la page de Manchester United Forever. Je vais l'ouvrir directement. Toujours sur Ederson. Ederson a subi une blessure la saison dernière au ménisque. Donc, on sait qu'il a une blessure au ménisque qui a fait environ 1 mois. Le problème qui est évoqué, c'est que le ménisque n'est que rarement une fin de carrière, mais c'est une blessure sérieuse et qui peut entraîner des défis à court terme pour les performances. Maintenant, la question qui se pose, c'est que le joueur est revenu assez rapidement. Il y a plusieurs façons de faire des guérisons du ménisque. Il y a la ménisectomie et il y a la réparation du ménisque. Donc, la ménisectomie, c'est pour recouvrir la partie endommagée et on est sur un retour de 4 à 8 semaines. Par contre, la réparation du ménisque, ça protège mieux le genou à long terme, mais la récupération peut prendre 4 à 9 mois. Le problème, c'est que Ederson, il est en train de venir d'un championnat qui est très compétitif. Il y a beaucoup de duels. C'est un milieu qui met beaucoup d'intensité. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il puisse faire une rechute. Je pense que les dirigeants de Manchester United ne veulent pas prendre des risques. Ils vont faire les examens approfondis. Moi, je veux vraiment que ce transfert aboutisse parce que Ederson, c'est un très bon joueur qui va apporter un maximum de choses à Manchester United. Donc, j'espère que son souci physique a été bien réglé par l'Atalanta et que lorsqu'il a fait sa visite médicale, il n'y a aucun souci. Déjà que s'ils ont fait la première partie de la visite médicale et qu'ils n'ont pas annulé, ça voudrait dire que normalement, là, ça va être juste des informations complémentaires. Je pense que s'il y avait un gros problème sur son genou, ils auraient vraiment approfondi. Pour moi, Ederson, il a dit, c'est quasiment fait, c'est bouclé, ça va se faire. C'est un transfert que je souhaite vraiment qu'il se fasse. Et l'information de Sully Talk, elle nous dit que Manchester United veut un autre milieu de terrain aux côtés André Santos et Ederson, et qu'il y aura les visites médicales bientôt pour les deux joueurs. À mon avis, ce sont deux bonnes signatures au milieu de terrain. Ederson numéro 6, André Santos numéro 6, Kobe Mainoo numéro 8. Alors, qu'est-ce qui nous manque? C'est un numéro 8, un autre numéro 8. Pour faire la rotation avec Kobe Mainoo et le mettre en concurrence. Ça va être Alex Scott, ça peut être du Félix Mechar. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de numéro 8 sur le marché. Beaucoup plus même que les supporters le pensent. Et je pense que si Manchester United utilise bien la data, on va recruter des joueurs exceptionnels. Information côté Mason Greenwood, il a été vendu du côté de Fenerbahçe. L'accord est presque pratiquement finalisé selon Fabrizio Romano avec Fenerbahçe et Manchester United va avoir 40% sur la plus-value.
Donc, je crois que Manchester United avait vendu le joueur à 30 millions. Là, s'il est vendu à 40 millions avec les bonus, on va prendre 40% sur la plus-value. Ensuite, une petite info concernant la stratégie du mercato de Manchester United. L'information qui est tombée de la part de l'Athletic, sur leur podcast, ils nous disent que Manchester United sera discipliné et prudent quant à la manière dont ils mèneront les affaires. Ça va créer la frustration chez les supporters. Moi, je le vois dans les groupes de supporters, chez les fans. Les gens sont vraiment frustrés et ils ne sont pas contents parce que Manchester United n'a pas proposé 100 millions, 150 millions pour l'autre Anderson. Manchester United devait se positionner sur les meilleurs joueurs selon eux. Donc, là, on nous pose que le marché est inflationiste sur les milieux de terrain et chaque option semble coûter 60-80 millions de livres. Et que ce serait au sommet de ce que United paierait pour le milieu de terrain. Pour moi, non. Pour moi, Manchester United fait des affaires intelligentes. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dépenser 100 millions, 150 millions sur un seul joueur, avec tous les risques que ça comporte et le nombre de compétitions qu'on a à jouer. Si on veut offrir à Marc toutes les chances de réussir, il faut lui donner plusieurs options tactiques, de façon à ce qu'il puisse surprendre les adversaires et lui-même être en confiance par rapport au banc de touche dont il dispose. J'allais permettre d'aborder les matchs en étant un peu plus serein. Maintenant, il sera jugé au pied du mur par rapport à tous ces recrues-là. Pour moi, aller vraiment sur 4 milieux de terrain, ce serait l'idéal. Là, on est à 2 milieux de terrain, sous réserve qu'Ederson n'ait aucun problème et que du côté de Santos, ça se passe bien. Je pense qu'on peut prendre le numéro 8 de haut niveau, un joueur créatif qui peut vraiment, on va dire, s'exprimer dans le milieu de terrain de Manchester United. Ce serait pour moi Alex Scott. Mettre du 100 millions sur Alex Scott, ce serait pas déconnant. Et après, on passe à d'autres choses, notamment les autres postes ailiers, défenseurs, latéral, voilà et tout ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Donc, toujours un plaisir d'échanger, de discuter des informations sur Manchester United. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. N'oublie pas le like, l'abonnement, le partage. Merci.